Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. Allez, une chère téléspectateurs, on va le yindi débat live sur combat à l'Est entre FARDC et armée rwandaise M23. Bandeko, situation à l'Est. Et puis, on va parler encore sur IPDF, FARDC au bazo combattre ADF. Beaucoup yoka débat, yako sakanate yoka mote pays na plateau, naba journaliste, ba correspondant ya RFI na Kinshasa, donc ozo kakasuka. Alors, mais les bazo débattre bandeko, on comprend que, en tout cas, dans Mouana Butembo peut participer, yé pena lobby. Au moni Rwanda, aza pena ko tiape distraction na makambo. So landi ba commentaire na ba. Ba déclaration à Rwanda. Ce qui biso to condamné bango. Bango pi ba lui kamobo ba condamné. Po ba laksa ki bango ba zape na dossier kone pa na biso. Et so sala mawa façon hypocrisie oyo Rwanda zo l'accepte ba Congolais. Mais biso toko tika bango te bitumba oyo mote kopela. Alors, bande korangai tolanda débat pour ezaya koyinda. Bon, to continue mission na biso. De comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons dans cette émission Madame Sifa Bahati, elle est journaliste à la radio Soleil émettant de Butembo au Nord Kivu. Elle est aussi membre de l'Union congolaise des femmes des médias ICOFEM Butembo. Bonjour Madame Sifa Bahati. Madame Sifa Bahati, elle n'est pas encore là, elle va nous rejoindre. Patient Ligodi, journaliste, il est directeur général du média en ligne actualité.cd et aussi correspondant de la radio France Internationale RFI en RDC. Bonjour Patient Ligodi. Bonjour bonjour aux auditeurs de la radio de la paix, très content de vous rejoindre aujourd'hui. Et Fabien Munguza, il est membre de la société civile, il est président du cadre des concertations provinciales de la société civile de l'Équateur. Bonjour Monsieur Fabien Munguza. Bonjour cher Guy et bonjour également à tous les auditeurs qui sont très nombreux à travers le monde qui suivent la radio Okapi. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de ces derniers jours de la semaine. Comme dans Regard sur l'actualité de la semaine, je rappelle que cette émission connaît la participation de Madame Sifa Bahati, journaliste à la radio Soleil émettant de Butembo Nord Kivu, et les membres de l'Union congolaise des femmes des médias ICOFEM Butembo. Patient Ligodi, journaliste, il est directeur général du média en ligne actualité.cd et aussi correspondant de la radio France Internationale RFI en RDC. Et Fabien Munguza, membre de la société civile, il est président du cadre des concertations provinciales de la société civile de l'Équateur. Nous allons émettre un petit commentaire au sujet de la visite annoncée du pape en RDC. Comme vous le savez, la RDC va accueillir le pape François mardi 31 janvier prochain. La dernière visite d'un pape sur le sol congolais date de 1985. Patient Ligodi, l'Église catholique intervient souvent dans la résolution de beaucoup de conflits à travers le monde par les canaux notamment de Saint-Egidio. On se rappelle le travail que cette structure avait accompli en Colombie entre les rebelles des FARC et le gouvernement colombien. Et avec cette visite du pape François en RDC, Saint-Egidio ne peut-il pas être mis à profit dans la résolution de la crise entre le Rwanda et la RDC? Et on rappelle qu'il y a une forte communauté catholique en RDC comme au Rwanda, Patient Ligodi. Il faut dire que la diplomatie vaticane a toujours fonctionné. D'ailleurs, le Vatican a toujours été à peu près présent, l'Église catholique présente, et que ce soit en ce qui concerne la politique, que ce soit en ce qui concerne la gestion on va dire de la médiation dans beaucoup de crises. Il se trouve malheureusement ou heureusement, ou je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, les types de crises va déterminer également les
type d'intervenants ou de médiateurs. Là, la crise actuelle qu'il y a entre la RDC et le Rwanda, c'est une crise au niveau international. La communauté internationale a commencé à croire et pense et que ça peut se gérer au niveau de la sous-région à travers la conférence, la CIRGL, la conférence pour les États de l'Afrique centrale, de Grand Lac, donc, et puis vous avez également la communauté des États de l'Afrique de l'Est, l'EAC. Et que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'ONU, il y a comme une sorte de consensus pour dire que cette crise, eu égard à l'implication de différentes nations, de différents pays, de différentes puissances sous-régionales, ce serait beaucoup plus intéressant que ce soit plutôt des leviers sous-régionaux qui soient actionnés par le processus du Luanda ou encore le processus de Nairobi. Et ce qui fait en sorte que l'appui, si il doit arriver, ce sera un appui à ces deux processus-là. Comme d'ailleurs c'est le cas, que ce soit de l'Union européenne, que ce soit de l'Union africaine, que ce soit de n'importe quelle autre entité internationale, on converge plus vers un soutien à ces deux mécanismes, le mécanisme de Luanda et le mécanisme de Nairobi, pour faire avancer le processus de paix et arriver à mettre les deux pays ensemble. Il ne faut pas oublier qu'il y a déjà une feuille de route qui existe, une feuille de route qui a été initiée et signée à Luanda entre la RDC et le Rwanda pour améliorer les rapports. Donc il y a plutôt un appui qui doit être apporté à ces mécanismes-là, à l'application de cette feuille de route qui a mis en place, on va dire, des choses à faire, l'agenda, le chronogramme par rapport à ça, et donc je ne vois pas aujourd'hui concrètement le développement d'une autre initiative à côté qui va reprendre à zéro. À l'international, quand on discute avec aussi les diplomates, que ce soit aussi avec ceux de l'Église catholique, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, tout l'apport, c'est d'arriver à faire en sorte que la feuille de route de Luanda puisse être respectée et que tous ceux qui ont signé le communiqué de Luanda arrivent à respecter. Je ne vois pas une autre initiative être développée à côté. Merci. Madame Sifa Abad, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour Guy, bonjour aux co-débatteurs et à tous les auditeurs de Radio Okapi. Voilà, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio Soleil émettant de Butembo au Nord Kivu. Vous êtes également membre de l'Union congolaise des femmes des médias ICOFEM Butembo. C'est vrai que le pape ne va plus arriver dans cette province comme cela a été initialement prévu, mais à votre avis, que peuvent attendre de cette visite les habitants de Butembo en particulier, ainsi que ceux du Nord Kivu en général, cette province qui fait face, n'est-ce pas, aux défis sécuritaires? Merci beaucoup pour la parole. Tout d'abord, il faut souligner que le report du voyage du pape François à juillet 2022 était une déception pour les fidèles qui s'étaient déjà mobilisés pour l'accueillir chaleureusement. Je peux citer l'exemple des entrepreneurs qui avaient déjà imprimé des t-shirts, des chapeaux avec effigie du pape. Bon, on espère que pour cette visite annoncée, ils vont pouvoir récupérer leurs capitaux. Au sujet des attentes, les habitants de l'Est de la République démocratique du Congo attendent du pape François un message d'espoir au regard de tout ce qui se passe ici suite au cycle infernal des violences armées causées par les groupes armés locaux et étrangers qui se caractérisent notamment par les pillages, les viols des femmes, les déplacements des populations, sans oublier la crise sanitaire liée aux récentes épidémies. Je peux citer la maladie à virus Ebola qui a fait plus de 2000 morts. Aujourd'hui, des centaines d'enfants sont restés orphelins. Mais pour être clair, nombreux sont ceux qui veulent voir le pape François condamner publiquement les soutiens du Rwanda au M23, accusé de plusieurs violations des droits humains dans l'Est de la République démocratique du Congo ces jours-ci. Et il faut parler de l'Église directement comme victime des affres de la guerre. Je peux vous citer la récente attaque des ADF au niveau de Maboya qui a coûté la vie à une sœur religieuse, la sœur Sylvie. Et sans oublier aussi des prêtres et des Mbaoué Bunyuka à lever aujourd'hui l'Église catholique. Ne sait pas dire clairement s'ils sont encore à vie. Donc,
les gens veulent voir les papes condamner tout ce qui se passe ici et apporter un message d'espoir. Merci. Les gens veulent voir, les habitants, n'est-ce pas, des Butembo, disons qu'ils veulent voir les papes condamner ces violences des groupes armés. Monsieur Fabien Monguza, le pape, en plus d'être une autorité religieuse importante, il a le statut d'un chef d'État et il a beaucoup d'influence, n'est-ce pas, sur la plupart des gouvernements du monde. La RDC ne peut-elle pas utiliser cette visite pour demander au pape d'user de son influence à l'endroit, n'est-ce pas, du Conseil de sécurité des Nations Unies, chaque fois que le dossier RDC serait traité dans cette instance? Pourquoi pas convaincre les grandes puissances, n'est-ce pas, à se pencher sur les rapports des experts des Nations Unies, rapport qui confirme la présence des militaires rwandais aux côtés des rebelles du M23 sur le sol congolais. Oui, merci, cher Guy. Moi, je pense que la venue du pape est un moment important pour notre pays, étant donné le poids moral dont dispose le pape à travers le monde entier par le biais de l'Église catholique. Et je pense que toutes les opportunités doivent être mises à profit pour que nous puissions essayer de sortir de cette situation dramatique à l'est du pays, pour que tous les moyens soient mis à profit pour ramener le Rwanda à la raison, pour qu'il retire ses troupes dont la présence au Congo est avérée, pour qu'il retire ses troupes et enfin que cette situation de guerre s'arrête. Moi, je pense qu'il s'agit d'une opportunité qui permet de mettre en lumière non seulement la République démocratique du Congo, mais aussi les nombreux problèmes qui sont ceux de ce pays. Et que disent les habitants de Mbandaka? Qu'est-ce qu'ils attendent, n'est-ce pas, de cette visite du pape François? Oui, les habitants de Mbandaka se félicitent de la venue du pape, même s'il ne va pas passer en Mbandaka. Vous savez que Mbandaka regorge d'une communauté catholique importante, et donc elle est très très contente de la venue du pape. C'est une reconnaissance du poids de l'Église de la République démocratique du Congo sur le plan international, sur le plan mondial. Et donc, elle attend dans la prière pour que cette visite se déroule dans les bonnes conditions et que le pape puisse bien retourner à Rome comme il va venir. Pascal Ligodi, ce n'est pas la première fois que la RDC reçoit, n'est-ce pas, le pape. Hein? On se rappelle que vers les années 85, le pape Jean-Paul II était ici au Congo. À l'époque, c'était le Zaïre. Mais on s'est rendu compte que après la visite du pape était égale avant la visite du pape, parce que il n'y avait pas d'impact qu'on pouvait, n'est-ce pas, palper, qu'on pouvait quantifier. Oui, mais c'est possible parce que il ne faut pas se leurrer. Hein. Donc il y a 3 niveaux où on peut sentir l'impact de la visite du pape. Il ne faut pas oublier que, il y a cette crise sécuritaire entre la RDC et le Rwanda. 2, on est en période préélectorale, donc l'année 2023, ça sera une année des élections. Et 3, il ne faut pas oublier que la RDC regorge quand même quelques millions de fidèles catholiques. Évidemment, tu vas avoir un poids de cette visite par rapport à l'évolution de la situation, que ce soit politique, que ce soit sécuritaire en RDC. Maintenant, il faut juste toute proportion garder, arriver à mettre à l'esprit que l'impact de cette visite ne peut pas aller au-delà des aspects diplomatiques, au-delà des aspects de la communication. On ne peut pas aller plus loin que les gains politiques ou les gains diplomatiques ou encore la pression que ça peut mettre à l'État congolais pour prendre en compte les questions sociales. Il ne faut pas espérer outre mesure qu'il y aura des miracles qui se feraient juste parce qu'il y a une visite, mais il y aura des gains qui peuvent être récoltés sur le plan de la visibilité du pays, sur le plan de la visibilisation des problèmes du pays à l'international, et sur le plan également de la pression qui serait mise sur l'État congolais, sur la prise en compte des questions sociales et des questions de sécurité pendant cette année 2023. Mais il ne va pas falloir attendre en particulier des miracles. Mais on ne va pas non plus nier qu'il y a des aspects où il peut y avoir, on va dire, un impact sur les trois choses que je viens de citer. Merci.
On revient à l'actualité de cette semaine. Un tir d'obus lancé à partir du Rwanda et visant un avion des chasses congolais a provoqué une panique mardi 24 janvier à Goma, au Nord Kivu. Dans un bref communiqué, le gouvernement rwandais a affirmé avoir pris des mesures de défense à l'endroit d'un avion Sukhoi venant de la RDC et qui a violé son espace. De son côté, Kinshasa a rejeté toutes les accusations de survol de l'espace aérien rwandais. Le gouvernement congolais dit considérer cette énième attaque du Rwanda comme une action délibérée d'agression qui équivaut à un acte de guerre n'ayant pour objectif que de saboter les efforts en cours dans la mise en œuvre des actions convenues dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi pour la restauration de la paix dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Entre-temps, au Nord Kivu toujours, la situation est restée toujours tendue à Kichanga et dans les environs après la prise jeudi de cette cité par les rebelles du M23. Kichanga est situé à plus ou moins 70 km au sud-ouest de la ville de Goma, dans le territoire de Massissi. Patient Ligodi, journaliste, vous êtes directeur général du média en ligne Actualité.cd et aussi correspondant des radios France Internationale RFI en RDC. Et pourquoi vous avez opté pour ces sujets, Patient Ligodi? Mais je crois que c'est l'actualité de la semaine, hein. C'est l'actualité brûlante de la semaine sur le plan que ça soit politique, parce qu'il s'agit de politique intérieure également, l'RDC, étant donné que les conséquences, on peut le ressentir ici, que ce soit sur le plan sécuritaire, puisque c'est l'un des plus grands enjeux sécuritaires du pays actuellement. Et troisièmement, parce que sur le plan diplomatique, c'est l'essentiel des efforts fournis par les différents, en tout cas les autorités de la RDC, pour essayer d'endiguer cette situation. Et il y a des conséquences en termes notamment de la suite à donner au processus de Luanda ou encore au processus de Nairobi. Et il y a aussi des conséquences en termes de déplacement de population, des conséquences en termes d'amélioration de rapports entre Kinshasa et Kigali, des conséquences aussi sur notamment des entités comme la MONUSCO qui interviennent dans le cadre de la sécurité de la RDC, sur le plan également, on va dire, de la pertinence de la présence militaire de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Donc pour nous, c'était essentiel de pouvoir plutôt braquer toute la lumière de l'actualité autour de cette question. Et à la une d'actualité.cd de mardi 25 janvier, vous avez titré RDC Rwanda, la tension est montée d'un cran, le processus diplomatique au point mort. Et Patient, donc vous pensez qu'avec cet incident, l'approche diplomatique qui est en cours n'évolue plus, elle stagne? Il faut dire que il y a deux processus, comme on l'a dit, Nairobi qui rassemble le groupe armé congolais, et vous avez Nairobi, plutôt Luanda, qui rassemble la RDC et ainsi que le Rwanda sous l'égide notamment de la médiation angolaise. Il y a une feuille de route qui avait été adoptée, et cette feuille de route demandait notamment qu'on arrive à un désengagement du M23. Il se trouve que depuis cette histoire, cet incident avec l'avion le Sukhoi de l'armée congolaise, il y a comme une sorte d'exaspération de la crise. Vous avez une avancée du M23 vers Kichanga, dans les territoires de Massissi, dans la province du Nord Kivu, et vous avez également tous les dispositifs diplomatiques qui avaient été mis en branle, Qatar, qui avait été notamment présenté. Il devait y avoir une rencontre entre le gouvernement de la RDC et le gouvernement du Rwanda, avec la participation notamment du Burundi. Ce processus-là n'a pas pu aboutir, cette réunion-là n'a pas eu lieu parce que justement il y a eu ces regains de violence, et aujourd'hui toute la communauté internationale travaille de sorte à relancer les processus de Luanda pour que l'on puisse avancer. Et là, ça va pas être facile parce que c'est la première fois dans l'histoire de cette crise qu'on ait un incident dans ce sens où le Rwanda revendique le fait d'avoir tiré dans les buts d'abattre même cet avion de l'armée congolaise. Il y aura d'ailleurs en début du mois prochain la visite de la ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, qui va passer par Luanda et par Kinshasa pour arriver justement à calmer plus ou moins
cette tension et à mettre, à relancer le processus de Luanda pour que l'on puisse avoir une baisse de tension entre le Rwanda et la RDC, sachant que une baisse de tension entre le Rwanda et la RDC va avoir comme effet directement la gestion du cas M23. On ne peut pas gérer à l'heure actuelle le cas M23 en dissociant la participation ou l'influence du Rwanda dans cette crise. Merci Madame Sifa Bahati. Je rappelle que vous êtes journaliste à la radio Soleil émettant des Butembo Nord Kivu. Vous êtes également membre de l'Union congolaise des femmes des médias ICOFEM Butembo. Comment on peut analyser, n'est-ce pas, ces événements qui semblent se produire au même moment? Les rebelles du M23 lancent des offensives de grande envergure sur les positions des FARDC mardi très tôt le matin. Offensives qui leur ont permis, n'est-ce pas, d'occuper un certain nombre de localités, notamment la cité de Kichanga. Quelques heures plus tard, c'est les Rwandais qui lancent un obus sur un avion de guerre de la RDC. Simple coïncidence ou c'était prémédité, Madame Sifa Bahati? Merci beaucoup, Guimas. Comme vous venez de l'évoquer, ça prouve en suffisance que c'était un acte prémédité et qui confirme la thèse de la République démocratique du Congo qui accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23. Mais lorsque vous essayez de suivre les communications, que ce soit du côté gouvernement congolais ou du côté gouvernement rwandais, vous allez vous rendre compte que chacun essaie de justifier sa position. Par exemple, le ministre rwandais des Affaires étrangères, lorsqu'il évoque ce qu'il qualifie de violence à l'égard des populations d'expression rwandaises, on sait que le Rwanda veut dire pourquoi il est en train de s'attaquer à la République, ou il est en train d'agresser la République démocratique du Congo. Je ne veux pas entrer dans les débats communautaires, mais à terme simple, je peux vous dire qu'on sait réellement que c'était un acte prémédité. Mais lorsqu'ils essaient de médiatiser, donc de transformer la guerre qui devrait s'étendre sur le terrain, voir les résultats, qui essaient d'améliorer tant soit peu les conditions sociales des populations. Je parle ici des déplacés. Vous vous rendez compte que tout est resté dans les médias. Resté dans les médias, c'est-à-dire on attaque une partie et la partie va se limiter à communiquer sans pour autant penser à des stratégies ou soit à des actions à mener sur le terrain pour essayer de faire avancer les choses. Je vais vous dire ici que ce soit du côté du gouvernement congolais ou du côté du gouvernement rwandais, on essaie d'oublier un peu la situation humanitaire qui est devenue très précaire. Vous savez, cette guerre a poussé plus de 60 000 personnes dans une situation de déplacés. Ils n'évoquent même pas comment vivent ces déplacés. Ils se limitent juste surtout du côté rwandais lorsqu'ils évoquent la question des personnes d'expression rwandophone. Ils oublient que ce soit les habitants qui n'ont pas une expression rwandophone, que ce soit les habitants de l'Est de la République démocratique du Congo d'expression rwandophone, ils subissent tous les mêmes sorts dans les sites de déplacés. Ils y vivent sans manger, ils n'ont pas d'eau à boire et tout. Il y a des enfants qui ne partent pas à l'école et ça devient un peu compliqué lorsque tout semble se limiter à l'aspect politique, sans penser à l'aspect social des paisibles citoyens. Merci Madame Sifa Bahati. Fabien Mungunza, vous êtes membre de la société civile et président du cadre de concertation provinciale de la société civile de l'Équateur. En ayant procédé par ces tirs d'obus, à votre avis, les Rwandais envoient quel message à la RDC et à la communauté des États d'Afrique de l'Est? Oui, merci beaucoup Guy. Ça c'est de la distraction. Il est établi par tout le monde, la communauté internationale, que la RDC est le pays agressé et le Rwanda est le pays agresseur, d'autant plus que des militaires rwandais sont présents en République démocratique du Congo. Si un pays avait à se plaindre de la violation de son espace territorial, c'est plutôt la RDC qui doit le faire et pas le Rwanda. Ce que le Rwanda fait, c'est simplement de la distraction. Et donc, ces tirs d'obus
rentre effectivement dans la stratégie d'agression que le Rwanda a entamée contre la République démocratique du Congo avec la résurgence du M23. Cet acte-là n'est pas à dissocier de la guerre qui est en train de faire rage à l'est du pays. Et donc, nous ne devons pas nous leurrer. La réalité, c'est celle-là. Le Rwanda veut participer au plan ou être l'acteur majeur de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Nous avons donc, nous, Congolais, intérêt à nous serrer les coudes, à ne pas nous laisser distraire par les Rwandais pour que nous puissions défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Merci, merci. La situation sécuritaire qui prévaut dans les territoires de Beni au Nord Kivu depuis un certain moment inquiète, alors qu'on avait observé une certaine accalmie dans cette partie du pays depuis le début des opérations conjointes FARDC-UPDF. Des tueries de masse semblent avoir repris dans ces territoires. Mercredi dernier, une bombe a explosé dans la commune de Moulekera à Beni. Selon les premières informations recueillies des sources locales, il s'agit de l'explosion d'un engin explosif improvisé. L'explosion a fait 18 blessés, parmi lesquels 13 femmes et 5 hommes qui sont actuellement pris en charge dans 3 structures sanitaires de Beni. Ceci intervient 10 jours après l'explosion d'une bombe artisanale dimanche 15 janvier dernier dans la cité de Kasindi où 15 personnes avaient trouvé la mort dans l'église de la 8e CEPAC de la commune de Kasindi-Lubiriga. Dans la nuit du dimanche 22 janvier vers 22h à Mukungwe, au moins 26 personnes ont été tuées par les rebelles des EDF dans une localité de la chefferie des Bachou, dans les territoires de Beni toujours. Si Fabati, vous avez opté pour ce sujet, on peut savoir pourquoi. Oui, mais merci beaucoup pour la question. J'ai opté pour ce sujet parce que c'est un sujet d'actualité dans la région. Donc à Beni, Butembo, Lubero, ça, même à Goma, à Ituri, ça fait débat. Et ce qu'il faut noter au sujet des engins explosifs à Beni, Butembo, en fait, c'est une stratégie de l'ennemi qui consiste à faire croire que malgré les déroulements des opérations qui se déroulent à profondeur, l'ennemi veut faire croire aux gens qu'il existe encore avec sa même capacité de nuisance, alors que s'il faut vraiment analyser objectivement ce qui se passe sur le terrain, l'ennemi est coincé dans les profondeurs. Il faut souligner aussi que depuis le lancement des opérations conjointes de FARDC et UPDF, il y a eu des changements au niveau tactique, voire la façon même de communiquer sur le déroulement des opérations. Je peux vous citer l'exemple depuis le lancement des opérations Souja, donc la mutualisation des forces entre les FARDC et UPDF, il y a eu changement sur les plans communicationnels. Avant le lancement de ces opérations, vous pouvez voir les FARDC lorsqu'ils capturent un ADF, ils donnaient toutes les informations sur cet ADF. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas, ils ont changé de tactique et on suppose que c'est cette nouvelle forme de communiquer de nos militaires FARDC est venue avec la mutualisation des forces qui a permis d'ailleurs le bon déroulement des opérations. Je peux vous citer par exemple la libération de certains otages et le nombre de véhicules licenciés qui a sensiblement diminué sur l'axe Beni-Kasindi et aussi la destruction de plusieurs bastions des rebelles les ADF. Et alors, l'ennemi qui ne veut pas s'avouer vaincu, il a adopté un nouveau mode opératoire, c'est de s'attaquer aux grandes agglomérations à l'aide des engins explosifs. Il veut créer la terreur au sein de la population. Mais je ne dis pas qu'il faut crier victoire, dire que non, les opérations Chouja, c'est vraiment une réussite. Non, je ne dis pas ça. Je vais souligner, si l'ennemi arrive à mettre en œuvre sa nouvelle stratégie qui consiste à déposer des explosifs dans des lieux publics, c'est une question qui doit interpeller tout le monde et ça nécessite un engagement communautaire, mais ça doit interpeller beaucoup plus les agents des services de sécurité. Parce que même si l'ennemi qui a des bandades comme les FARDC ont l'habitude de le dire, ça ne signifie pas que dans les grandes agglomérations, il faut croiser les bras.
Merci Madame Sifa Bahati Patient Ligodi. Madame Sifa Bahati explique ces regains de violence par le fait que, à travers cela, les EDF voudraient faire passer un message pour dire que, en dépit des opérations UPDF et FARDC, ils sont toujours là, ils sont toujours présents. Est-ce que ces regains de violence qui est le fait, n'est-ce pas, des EDF, ne seraient pas en train d'accréditer la thèse selon laquelle ces opérations UPDF et FARDC n'ont pas réussi, n'est-ce pas, à réduire la capacité de nuisance des EDF, et elles ont plutôt permis la délocalisation de la violence sur les territoires, sur une autre partie, n'est-ce pas, du territoire de Béni? Il faut dire qu'il y a des tendances que nous sommes en train d'observer. Cette tendance, avant, on avait les ADF qui étaient essentiellement dans les territoires des Béni. Ensuite, on a vu qu'ils se sont élargis et qu'ils ont élargi également leur champ avec des actions, que ce soit à Butembo, que ce soit également dans d'autres territoires et d'autres provinces d'ailleurs, dans la province de l'Ituri dont on parle. Quand on lit par exemple le rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC, il y a d'autres actions qui ont été prévues par les ADF, notamment à Kigali, notamment à Goma, notamment à plusieurs autres endroits, mais toujours en utilisant des engins explosifs improvisés comme c'est le cas. Ça semble être, on va dire, la nouvelle façon de faire de ces groupes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose à retenir, c'est le fait que quand on exerce une force de frappe et de feu comme c'est le cas, c'est tout à fait évident que l'on puisse avoir la manifestation de la nuisance de ces groupes ADF à travers d'autres possibilités d'expression, comme maintenant on a ces explosions qui se manifestent. D'un côté, vous avez la puissance des feux, mais de l'autre, il va, je pense, eu égard à ce que les experts disent, il va falloir développer un système qui permettra d'améliorer la qualité de renseignement, d'améliorer le contrôle au niveau des frontières, d'améliorer également le rapport entre les civils et les militaires, de sorte que l'information ou le renseignement sortent de la communauté, servent à l'armée et aux services de sécurité pour lutter contre ces groupes. Ça, c'est une lecture à faire. L'autre lecture à faire, c'est également quels sont les liens qui existent entre nos différents services, les services d'intelligence, les services des douanes, les services de renseignement, le renseignement militaire, le renseignement civil, pour que l'on puisse ensemble, puisque là il s'agit maintenant du terrorisme, arriver à pouvoir déterminer où se trouve la menace et comment combattre cette menace. Une autre lecture à faire également de cette situation, c'est le fait aujourd'hui de se dire qu'il ne suffit pas simplement d'exercer une force de frappe militaire. Il va falloir travailler également sur les causes profondes qui font en sorte que l'on puisse toujours avoir ces ADF qui soient actifs dans cette partie de la République démocratique du Congo. Quand on sait que ces ADF-là, aujourd'hui, on connaissait plus ou moins les routes, les chemins au travers desquels ils empruntaient, où est-ce qu'ils allaient pour recruter, où est-ce qu'ils s'entraînent et consorts. Je pense qu'avec la mise en commun des efforts de la République, des services de la République, on devait arriver à pouvoir gérer cette situation. Parce qu'on sait, par exemple, que les ADF, une fois recrutés, passent par Butembo essentiellement, et de Butembo, ils passent par Mwalika pour notamment tout ce qui concerne les entraînements et avant d'être déployés dans la région. Ça, c'est documenté. Il suffit maintenant aux services de sécurité et de renseignement de pouvoir maintenant travailler là-dessus. Autre chose, on sait aussi que les ADF recrutent dans des prisons, c'est-à-dire quand ils attaquent les prisons, comme c'était le cas à Butembo, comme c'était avant le cas à Béni, ils recrutent des forces et reprennent les détenus et en font des otages et en font également des combattants. Donc il va falloir aussi renforcer les services au niveau des complexes carcéraux pour que l'on puisse bien gérer cette situation. Et la dernière chose que je dirais par rapport à cette situation, on se rappelle qu'au mois de juin déjà, la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, disait qu'il fallait terminer avec cette affaire du M23, cette crise du M23, pour que l'essentiel des efforts, et que ce soit de la MONUSCO, que ce soit de l'armée, que ce soit des services de sécurité, aille vers la lutte contre les ADF, contre la Codeco, contre les autres. Donc il va falloir rapidement refermer la parenthèse M23 pour s'attaquer aux vrais problèmes qui causent beaucoup de morts, comme c'est le cas avec les ADF. Fabien Munguza, avec ces modes opératoires qui consistent à poser des engins explosifs dans des endroits où il y a une forte présence des gens, qu'est-ce que la population pourrait adopter comme attitude?
Et puis, est-ce qu'on peut établir un lien entre ces regains de violence et la visite annoncée du pape? Vous savez, les groupes armés, souvent, ils profitent de certains événements pour faire passer les messages. Oui, merci encore une fois, Guy. Je salue les avancées dans la lutte contre ces EDF tels que relatés par Madame Sifa, mais je considère que toute vie humaine en République démocratique du Congo comme ailleurs compte. Un mort de plus est toujours un mort de trop. Nous avons tous l'obligation de nous mobiliser. Nous, populations, d'abord, nous devons nous montrer ouvertes vis-à-vis des services de sécurité et de renseignement pour leur donner les informations appropriées en vue de participer à la lutte contre cette nébuleuse qui est d'origine étrangère, mais qui se nourrit de la faiblesse de notre État. Parce que les EDF sont d'origine ougandaise. Mais lorsque vous regardez, les dégâts qui sont causés par cette nébuleuse sont constatés surtout en République démocratique du Congo, à cause de la faiblesse de notre État. Je voudrais dire que les avancées telles que relatées sont certaines, mais il nous appartient de prendre cette situation-là au sérieux, d'autant plus que des connexions se seraient établies entre les EDF et des mouvements terroristes internationaux comme l'État islamique, dont on connaît la capacité de nuisance. Nous avons l'obligation ensemble de renforcer notre État, particulièrement les services de renseignement et de sécurité, et lutter contre l'endoctrinement pour limiter les dégâts en donnant l'espoir aux jeunes. Et je pense que la Comico peut être un partenaire important dans cette logique, d'autant plus que ces mouvements se réclament d'obédience islamiste. Et donc, le moment choisi peut être lié à la venue du pape, comme nous l'avons dit. Parce que maintenant, le pays est exposé au regard de la communauté internationale. Tout ce qui est au Congo maintenant est regardé par la communauté internationale en termes de visibilité, pour se faire une santé, pour se faire signaler. Évidemment, les terroristes peuvent choisir ce moment ici pour poser un acte aussi dramatique comme ils l'ont fait au niveau de cette église qui a entraîné beaucoup de morts. Et donc, je crois que la situation, c'est vrai, est en train de s'améliorer, mais nous avons l'obligation de rester éveillés, de ne pas dormir sur nos lauriers pour éviter que les changements des tactiques observés au niveau de ces EDF-là ne nous causent encore plus de dégâts que ceux que nous avons connus. Voilà la petite analyse que nous avons à faire, cher Guy, de cette situation-là. Vous ne pensez pas, Monsieur Fabien Munguza, vous ne pensez pas, comme vient de le proposer Patient Ligodi, que compte tenu de l'évolution de cette situation sur le terrain, que les deux forces puissent, n'est-ce pas, repenser la stratégie qu'elles ont toujours mise en place pour combattre, n'est-ce pas, ces groupes, les EDF, repenser la stratégie? Oui, c'est extrêmement important. On ne peut pas combattre cette situation-là qui nous endeuille uniquement par les armes. Il faut l'aborder sur le plan holistique, explorer toutes les voies possibles. J'ai entendu, il a parlé de l'implication des gens de la douane, de l'implication de tout le monde. J'ai parlé de la Comico tout à l'heure, parce que ces gens-là se réclament d'obédience islamique. Il s'agit là aussi d'un terreau dans lequel ces terroristes puisent des éléments pour pouvoir grossir leur rang. Et donc, c'est important également de travailler à ce niveau-là pour que la Comico puisse donner l'enseignement qu'il faut, pas l'enseignement à tendance extrémiste qui verserait beaucoup de jeunes au niveau de cette entité-là dans les bras de ces terroristes. Et donc, c'est extrêmement important. Pour chaque action, on a l'obligation de s'asseoir et d'évaluer et de projeter des actions nouvelles. Je suis totalement d'accord, cher Guy Maté. Merci. On va prendre une petite pause en écoutant cette chanson d'espoir No Woman, No Cry de Bob Marley et on revient tout de suite après.
No women, no cry, nos femmes ne pleurent pas. Bob Marley, à travers ses classiques, estime que l'espoir est encore permis. Habitants de Beni, habitants du Nord Kivu, habitants de l'Ituri, un jour la paix sera restaurée dans ces territoires et dans toute la partie est de la RDC. On rappelle que c'est le 11 mai 1981 que Bob Marley, le roi du reggae, nous avait quittés. Paix à son âme. Je rappelle que nous avons dans cette émission Madame Sifa Bahati, journaliste à la radio Soleil émettant de Butembo au Nord Kivu, et les membres de l'Union congolaise des femmes des médias ICOFEM Butembo. Patient Ligodi, journaliste, il est directeur général du média en ligne Actualité.cd et aussi correspondant de la radio France Internationale RFI en RDC. Et Fabien Mungunza, il est membre de la société civile et il est président du cadre des concertations provinciales de la société civile de l'Équateur. La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a décidé le dimanche 22 janvier de prolonger de 25 jours l'opération de révision du fichier électoral dans la première ère opérationnelle qui devrait se clôturer le 23 janvier. Ces opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs avaient démarré le 24 décembre 2022 dans les provinces suivantes: Congo central, Kinshasa, Kwango, Kwilu, Maïndombe, Équateur, Mongala, Nord Ubangi, Sud Ubangi et Chuapa. L'objectif de cette période de récupération, selon le communiqué publié par la CENI, est de permettre à toute la population en droit de voter d'être en possession de la nouvelle carte d'électeur. Monsieur Fabien Mungunza, pourquoi vous avez opté pour ces sujets sous la prolongation des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs? Oui, cher Guy, les élections sont vraiment attendues au niveau de notre province et par nous-mêmes comme société civile pour nous permettre de renouveler la classe dirigeante qui, dans sa grande majorité, n'a pas répondu aux attentes. Voilà pourquoi ce moment-là est un moment extrêmement important pour la vie de la nation en ce qui nous concerne. D'autant plus que l'opération d'identification et enrôlement conditionne la participation de chaque électeur dans la suite du processus électoral, qui permet également de déterminer les niveaux de représentation des entités, des institutions provinciales, nationales. Elle est donc une étape clé pour le peuple congolais, dont les élections sont un exercice de la souveraineté qui lui est reconnue par la Constitution. Mais les différentes contraintes rencontrées par l'opération n'ont pas permis à la majorité des électeurs potentiels de pouvoir s'enrôler. Voilà pourquoi nous avions crié à tue-tête, demandé à tous ceux qui pouvaient nous attendre que cette opération soit prolongée pour donner l'occasion à tous ceux qui veulent bien se faire enrôler de les faire. Et c'est ainsi que nous avons vraiment salué cette décision de la CENI qui tombe bien à propos. Et à votre avis, qu'est-ce que la CENI ferait en 25 jours qu'elle n'a pas pu faire en 30 jours? Oui, c'est ça la difficulté, cher Guy. En principe, il faut que la CENI fasse une évaluation des fonds. Une évaluation qui doit être participative pour que tous les maux, toutes les contraintes qui ont été relevées pendant cette période ici puissent trouver des solutions. Parce que s'il n'y a pas de solution trouvée à ces contraintes-là, il y a fort à parier que la prolongation ne servira à rien. Il faut donc trouver une solution au problème des machines qui tombent très régulièrement en panne. Il faut trouver également une solution aux performances des opérateurs de saisie qui sont moins performants. Trouver des solutions aux accusations de corruption. Et donc tous ces mots-là doivent être résolus pour que les 25 jours puissent apporter quelque chose de nouveau, répondre, n'est-ce pas, aux objectifs déjà fixés par la CENI en ce qui concerne le nombre d'enrôlés attendus par, n'est-ce pas, chaque circonscription. Madame Sifa Bahati, comment vous avez réagi lorsque vous avez appris cette nouvelle selon laquelle la CENI avait prolongé les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la partie ouest du pays? Bon, en fait, moi, personnellement, la prolongation de la durée d'enrôlement des électeurs dans les provinces de l'ouest du pays dénote d'une mauvaise planification des étapes du processus électoral. Ça n'engage que moi. Parce que je me dis que la CENI allait d'abord se rassurer que tout fonctionne bien avant de procéder au lancement officiel de ces processus, au lieu de venir constater comme tout le monde qu'il y avait des soucis
Les autres peuvent appeler ça des petits soucis techniques, mais moi, personnellement, je pèse mes mots et je dis que ce sont des gros soucis techniques. Et ça suscite des doutes au sujet même du respect du calendrier électoral. Ça signifie que cette prolongation de la première phase d'enrôlement des électeurs dans les provinces de l'Ouest doit préparer les Congolais psychologiquement sur les éventuelles modifications qui peuvent survenir tout au long de ces processus électoraux. Merci. Patient Ligodi, certains experts de la société civile redoutent un glissement du calendrier électoral avec cette prolongation des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs. Est-ce que vous comprenez leurs craintes? Les craintes sont bien justifiées, mais maintenant, est-ce qu'il faut comprendre les raisons qui ont poussé ou qui ont été avancées par la CENI pour allonger plus ou moins la période d'identification et d'enrôlement des électeurs? La première raison, c'est que évidemment qu'il y a eu des problèmes, des sérieux problèmes, même à Kinshasa. Si à Kinshasa c'est comme ça, à combien plus forte raison en province. La CENI explique cette difficulté notamment par le fait qu'il n'y a pas eu une opération pilote qui aurait été organisée, qui permettrait de dégager des problèmes, qui seraient arrangés avant d'étendre les opérations au niveau national. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la CENI expliquait également que le fait d'organiser l'enrôlement dans une période d'1 mois, c'était parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour organiser en plusieurs mois. Et l'autre chose, c'est aussi parce que l'on veut respecter les délais constitutionnels. Donc ça, ce sont des données qui ont été, quand on discute avec la Commission électorale nationale indépendante, ce sont les réponses qu'ils donnent. Et donc malheureusement ou heureusement, ils ont donc l'obligation de pouvoir étendre la période d'enrôlement. Mais quand on discute avec d'autres experts, ce qu'ils disent, c'est que les grands dangers seraient que l'ère opérationnelle 3, c'est-à-dire la partie ouest du pays, puisse connaître également un grand retard. Si le retard de l'ère opérationnelle 1 et l'ère opérationnelle 2 peuvent donner un peu plus d'expérience ou d'intelligence à permettre à la CENI d'améliorer les choses, l'on pourrait espérer que pour l'ère opérationnelle 3, ça serait beaucoup plus facile. Mais ça également, il ne faut pas oublier que l'ère opérationnelle 3, c'est là où il y a les plus grands problèmes d'insécurité, les plus grands problèmes de déplacement des populations. Il y a encore des zones qui sont encore occupées par le M23, par d'autres mouvements. Madame Sifabati, que répondez-vous à ceux qui sont convaincus que les failles décelées dans ces opérations, dans cette première zone opérationnelle, et que ces failles constituent, n'est-ce pas, la... Allô, Madame Sifa, apparemment, elle n'est pas là. Monsieur Fabien Mongunza, je vous repose la même question. Que répondez-vous à ceux qui sont convaincus que les failles décelées dans ces opérations, dans cette première ère opérationnelle, constituent, n'est-ce pas, la préfiguration des élections de 2023? Oui, ce n'est qu'une hypothèse. Ce n'est qu'une hypothèse, mais nous avons encore le temps pour corriger. Mais la difficulté qui nous pousse à comprendre difficilement ces problèmes, c'est que nous sommes déjà au 4e cycle. On aurait compris si c'était en 2006 où nous faisions notre apprentissage démocratique et électoral. Mais 3 cycles et un 4e, les choses ne fonctionnent pas mieux que le cycle passé. Nous trouvons quand même quelque part, au niveau de l'équipe actuelle de la CENI, il y a un certain amateurisme, il y a un certain manque de professionnalisme. Merci, Patient Ligodi. Nous allons finir avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez recommander à la CENI pour que ces failles que l'on a, n'est-ce pas, observées pendant ces opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs ne puissent pas se manifester les jours des élections, ce qui pourrait impacter négativement ces élections de décembre 2023? C'est beaucoup d'honneur que vous me faites, cher Guy. Je ne suis que journaliste et observateur de la scène politique, mais ce que je peux plutôt rassembler, c'est l'éclairage apporté par les experts de ce secteur. Aussi, deuxième chose, c'est que la CENI devra maintenant, je pense qu'elle a déjà identifié les vrais problèmes au niveau de l'identification et l'enrôlement des électeurs et va pouvoir donner des solutions à ce problème. Mais il faut que le problème soit bien identifié. Il faut qu'il y ait une réelle volonté de la part de la CENI et de la part des gouvernants pour que l'on arrive à résoudre ces problèmes-là. Mais il faut dissocier les problèmes d'enrôlement
les problèmes de la cartographie électorale, les problèmes du toilettage du fichier électoral et les opérations de vote à proprement parler. Et donc, je crois que il va falloir rapidement terminer d'ici au mois de mars, tel que recommandent les calendriers de la CENI, c'est les opérations liées à l'enrôlement des électeurs et être sérieux dans l'audit du fichier électoral pour extirper les doublons et tout ce qui a été mal fait et avoir un fichier plus ou moins sain, et pour que l'on puisse envisager la tenue des élections dans de meilleures conditions. Mais là encore, ça demande une implication et des organisateurs, c'est-à-dire de la Commission électorale nationale indépendante, et du pouvoir public, c'est-à-dire l'État qui doit en même temps donner l'argent, qui doit en même temps organiser la sécurité autour des opérations électorales, et aussi de la société civile qui doit faire la sensibilisation, attirer l'attention des gouvernants et de l'organisateur, mais aussi des partis politiques qui sont, on va dire, partie prenante à ces processus. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté de participer à cette émission. Madame Sifabati, merci. Patient Ligodi, merci. Et Fabien Mungunza, merci. Bandeko, likamusu tontolo bapeza ya ADF. Armée ougandaise na FARDC, COP na bango wana déjà parti à makambo na Rwanda. Nazomona katina moti po batu bazaka bakumotia ba bombe partout. Donc tozomona ke armée ougandaise yo bakena bango batika noka ba dossier ngo biso mo FARDC to bunda na kana ba ADF po tozomona loko te bandiko tane bazana tetaka na photo wana mona batu bena yo ko bazo se donner tout ça mena sima mu Congo bazo ko sasa la biso mabele shu bazo ke ko kota ke suna ma kambo ya M23 na kati donc eza pena mo bulu bandiko donc makambo penza ezo sala pena bienti ndenge balobi na débat wana ba talaka ba uto bon watibele donc ba wazo mon impact mais toujours mon ngo penati bandeko tolandi de kwa na suka alobi oyo pendeza suka na distraction Rwanda zo kotsa ba congolais bo comprendre que batata oyo bazana distraction moko oyebike elekelinga ndenge mole na otala ba distraction abonabia batu yo pourquoi ko distraire batu pourquoi koloba vérité ti bandeko eso sala soni pe mawa parce que bazo distraire ba congolais na makambo moko donc soko tali parce que bango ba yebi bazo ça ils savent très bien été autres sala en tout cas EDC azo sepela na muti mais bango ko bazana mission ya kujwa une partie à pays na biso ba yesa Rwanda munene yango na bazo ça mais ko simbati ba plaça batu na mo banda kala kuna kapo balkanisation salama chose oyo ngapo na bengani bazo l'excellere kaka na régime wa faji non ego simbati alors ndeko na suka lobi eza suka na distraction do ba congolais to comprendre que distraction pendeza ozomona pena ke batio yo baza base Olandi neti ministre affaires étrangères na mautoloba tolandaki alors c'est pour ça que bozoyoka Patient Ligodi a mieux expliqué que ministre étranger belge azoya aokende wana eza ba secret dévoilé po yaza journaliste RFI aokende Luanda et puis akoya na Kinshasa pe Kigali po ba conclure accord à Luanda bako continuer te kokende round donc bazo tourner au rond il faut accord na Luanda et Salama comme ça makambo ici alors donc kalate parce que bango mon peuple occidentaux ezo sala bango bien te parce que bango ba bandaki makambo bango fallait ba pexa présent Rwanda parce que yo kazi vous États-Unis so pexi Rwanda akutikati yanti atolobaki un complot moko bien organisé alors ba congolais biso to zabo moko pour match za ya kuyinda
pour nde bolandi wa ndeko mosusu alobi mpena wana eza distraction mais mosusu baexplike comment Rwanda soki baakize ye mpe aluki likambo boye. Alors donc situation na terrain eza mpena confusion totale parce que bamaimai mpe baza koatake 123 place baza selo bamaimai bango aye kodéranger territoire na bango. Alors match mpena eza mbutu mbutu. Alors bandeko na ngai c'est à ce point comme tikango na bino eza débat yo loba yo sepeli te pesa commentaire. Bon continuez qu'on s'abonner massivement, bon partager. Au revoir, à la prochaine.